l'habitude de continuer le travail de mémoire de l'histoire sur l'histoire du Chili récente. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui à Jorge Marasich, historien, professeur de l'Université de Bruxelles, qui va nous parler de l'histoire de l'Empire populaire. C'est son dernier travail. On a déjà travaillé avec lui. Il a présenté avant les livres sur les marins qui sont révoltés contre la tentative de coup d'État, avant le coup d'État au Chili. C'est aussi une histoire très intéressante. Alors, on est en 2022, l'année prochaine, on va, comment dire, commémorer, merci, le 50e anniversaire du coup d'État du Chili. 50 ans déjà. On peut se poser la question aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 50 ans, et pourquoi on continue à remémorer, à travailler, à chercher, à expliquer qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'est une question qui n'est pas facile, mais qu'en même temps, il est très d'actualité, vu la situation chilienne et la situation du monde aujourd'hui, parce que, comme Jorge va nous montrer là, son travail, la première partie de son travail, c'est les moments d'avant l'élection d'Allende, jusqu'à l'élection d'Allende. C'est le premier volume, donc où il parle un peu de tous les mouvements, toutes les forces qui se sont mis, tous les secteurs qui se sont mis en mouvement et des années avant la candidature d'Allende pour, avec tout ce qui est les intérêts propres des compromissions, qui à la fin il est arrivé à l'élection d'Allende. Alors pourquoi là on trouve des acteurs qu'on trouve toujours aujourd'hui, même des personnes qui à l'époque c'était et aujourd'hui continuent à être des dirigeants de la démocratie chrétienne, des dirigeants du Parti socialiste, des dirigeants et des autres personnages qui sont toujours présents, mais en dehors des personnes, il y a la question de qu'est-ce qui représente ces secteurs-là et quel rôle ont joué à ce moment-là. Et plus tard, on parlera un peu de quel rôle sont joués pendant les premiers temps d'Allende et plus tard, peut-être, quel rôle joue aujourd'hui. Donc, la présentation, c'est la fait en deux parties. Avec le premier volume, c'est sur l'histoire de l'Empire populaire jusqu'à la veille des élections d'Allende. Et ensuite, on parlera des jours qui sont suivis. Donc, je vous laisse Jorge. Merci Claudio de cette présentation. J'ai la vieille habitude de prof de dérouger plutôt. Je n'ai jamais donné cours. Maintenant, je ne suis plus, enfin, je suis pensionné déjà. Quand je l'étais, je préfère me déplacer dans la salle. Enfin, la question qu'il a posée, je pense que c'est une question tout à fait pertinente. Quelle est l'essence? Pourquoi écrire encore et encore? Il y a beaucoup de livres sur l'unité populaire. Franco Lichot a fait une espèce d'inventaire. Il a décelé 200 et quelques, dont une soixantaine sont sur Allende, ou mon voisin Allende, ou mon copain Allende, ou j'étais le secrétaire d'Allende. C'est des livres de ce type. D'autres de sociologie, économie.
Mais la première réponse, c'est qu'il n'y a pas une histoire. Je vais parler en français, mais le PowerPoint est en espagnol, donc je l'avais préparé pour le Chili. Et il n'y a pas une histoire faite par des méthodes d'historiens et sur la période. Et je pense que ça, on en a besoin. Et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque part, on ne l'a pas voulu. C'était une période compliquée et personne ne voulait cette histoire. Et les Chiliens, on dit, parlent souvent des coups d'État, mais parlaient moins de l'unité populaire les exilés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 300 ans? Ici, on ne va pas parler des coups d'État, on va parler de ce qui s'est passé pendant les 300 avant les coups d'État, qui ont été 3 années extrêmement intéressantes. Et la première réalisation, la nationalisation du cuivre, c'est la mesure économique la plus importante du XXe siècle qui peut se chiffrer. Si vous allez sur les sièges internet de la Codelco, c'est l'entreprise publique qui gère le cuivre chilien, et vous allez apprendre que depuis 1971 jusqu'à 2018, il y a 115 000 millions de dollars qui sont entrés au fisc chilien par les 5 mines de cuivre nationalisées. Une partie a été mal employée, certainement par les militaires, d'autres peut-être bien employés, mais le Chili serait différent et beaucoup plus pauvre sans cette énorme somme d'argent qui est entrée aux caisses de l'État grâce à la nationalisation du cuivre, donc c'est une mesure importante. La fin du latifundio, donc de l'acte de terre terrien qui était un obstacle au développement, donc c'est le gouvernement qui a fini, achevé la réforme agraire. Le gouvernement de fait a fait un tiers, en gros, celle d'Allende a fait 2 tiers. La création d'un secteur social de l'économie. Des projets sur lesquels on ne parlait pas beaucoup, mais il y a un projet, quelqu'un dit c'était une Internet à l'avance, mais il y a eu un projet comme quoi on allait utiliser les ordinateurs de l'époque, il y avait 48 ordinateurs au Chili en 1970, et pour aider, enfin comme un instrument de planification. Et c'était un projet assez avancé, on l'appelait, il y a une thèse de doctorat qui a été faite aux États-Unis et traduite sur ces projets qui étaient assez intéressants. La quantité des personnes qui allaient à l'école ou à l'université, et là je vais des jardins jusqu'à l'université, passer de 2,5 millions à 3 millions, dans un pays de 10 millions d'habitants. C'est le gouvernement qui a fait le plus de construction d'habitats populaires, d'habitations populaires, 158 000. Et donc, ce bilan reste assez positif. Les 2000 litres de lait, et à partir du début de la première année, 1971, tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et 11 mois recevaient gratuitement un demi-litre de lait quotidien. Avant cela, un des grands problèmes médicaux au Chili était la mortalité infantile. 6 mois après, c'est fini. Il n'y a plus eu de mortalité infantile. Et il y a une augmentation des revenus depuis 2000, assez important, de l'ordre de 30% la première année. La création d'une maison d'édition publique, mais autonome, qui a produit une quantité de livres incroyable. Et comme à l'époque, au Chili, il y avait tout au plus une centaine de librairies, et bien sûr, les librairies se trouvaient dans les quartiers chics, au maximum des classes moyennes, mais pas dans les quartiers populaires. Les ventes se faisaient par le biais des kiosques, pour que les livres, et puis des bus qui s'installaient dans les quartiers populaires. Il y a eu 11 millions de livres qui ont été édités, et 260 titres de différentes collections. Et donc, une première conclusion à sortir, c'est que dans l'histoire de l'Amérique latine, il n'y a pas de transformation aussi profonde dans une période aussi courte. Ni Fidel Castro, ni Joao Goulart, ni la révolution bolivienne de 52, enfin on peut prendre... Et personne n'a fait autant dans aussi peu de temps. Donc ça vaut la peine d'être revu, sans bien sûr cacher ces problèmes, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui se sont passées, et quelque part cette expérience peut en inspirer d'autres. Et je pense qu'effectivement, elle en inspire un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, un deuxième argument pourquoi faire un livre sur l'unité populaire, c'était, je donnais les acquis économiques, mais c'était peut-être pour la première fois dans l'histoire de Chili que celle d'en bas.
sans qu'ils font partie de l'histoire, qu'ils gouvernent. C'est plus difficile à mesurer ça, à l'éprouver avec des sources historiques, mais il y a quand même beaucoup de témoignages en disant avant on ne comptait pas, maintenant on compte. Les gens qui nous, on est plus dignes, on sait qu'on peut avoir une incidence sur les cours de l'histoire. Donc les plus démunis deviennent un acteur de l'histoire chilienne et ils sont conscients de cela. Et donc, quelque part, et malgré les difficultés économiques qui ont existé, surtout la deuxième et la troisième année, il y a eu quelque part une fête populaire pendant les 300. Donc, le niveau de vie des plus démunis a été modifié certainement, mais aussi ils deviennent un acteur de l'histoire. Et un troisième élément spécifique, c'était la voie chilienne, parce que toutes les révolutions qui avaient été faites au XXe siècle, c'était des révolutions qui, par des motifs qu'on peut comprendre ou pas, mais en fait, ils ont passé par les armes. L'Union soviétique, la Chine, Cuba, la Yougoslavie, si vous voulez, toutes les révolutions connues jusqu'à cette époque. Et là, il y a pour la première fois une formulation théorique en disant non, il y a des acquis démocratiques sur lesquels on peut compter. Certes, ils sont faibles, certes, ils sont instables, mais on peut compter sur ça et essayer à partir de ces acquis de transformer la société, élargir la démocratie, ce qu'on a appelé la voie chilienne. Et donc, la gauche chilienne, en fait, des doutes, bien sûr, beaucoup de débats qu'il ne faut pas cacher sur la question, mais et il y a eu un débat aussi sur les moyens. Est-ce qu'on peut faire ça sans avoir recours aux armes comme ça avait été fait un peu partout au XXe siècle dans les autres cas? Et donc, ces quatre motifs, je dirais, et bon, ces trois que j'ai cités, les réalisations, les faits que c'est d'un pas, entrer dans l'histoire, et aussi les spécificités de la voie chilienne, sont des motifs suffisants, je pense, que vous l'en faites dans le livre. Aussi, il y a eu un impact international important, mais ça, je vais y passer. On ne voit pas très bien, cette image, elle n'est pas claire là. Enfin, j'ai voulu faire de ça la couverture du livre, mais enfin, il y a une histoire de trois auteurs. En fait, c'est un cinéaste néerlandais, Joris Ivens, qui a tourné ça l'année 64 à Valparaiso. Quand Allende était candidat, il n'a pas été élu cette fois-là, mais il a suivi ce qu'on appelait les trains de la victoire, le titre du film est en français. Et donc, c'est les trains qui arrivaient dans une gare au sud, les gens l'attendaient. Je voulais donner la sensation d'un processus, d'un mouvement, qui peut être donné avec les mouvements dans le chemin de fer. Alors, certes, l'élection d'Allende en 1970 est le résultat d'un processus d'au moins 20 ans. Alors, Claudio me disait, une question qu'on va te poser certainement, est-ce qu'il y aura une suite? Bien sûr. Donc, ce que je montre ici, c'est effectivement les deux premiers volumes, et celui que je présente concerne les origines. Et le deuxième volume que je vais présenter aujourd'hui aussi, qui est là, c'est les 60 jours entre l'élection et la prise de possession, il se sont passées beaucoup de choses. Et dans mon ordi, enfin dans celui-ci et dans d'autres, se trouve déjà bien avancé les troisième et les quatrième, qui est toute l'année 71. Et oui, il y a beaucoup de choses aussi, la nationalisation du cuivre, beaucoup de... Mais revenons au processus. Alors, on peut résumer l'histoire de ce processus de cette manière. Le Chili est le troisième pays au monde qui a connu un front populaire dans les années 30. Il y a eu la France et l'Espagne, on sait, 36. Et en 1939, les Front populaires au Chili anglo gagnent les élections. Et là, les socialistes y participent avec des ministres, les communistes participent sans ministre, mais le cabinet est majoritairement radical. Les partis radicaux étaient les grands partis des Front populaires de l'époque. Donc il y a eu, c'est ce que je sais, la gauche chilienne était minoritaire dans la coalition. Ils ont fait quelques changements, enfin le Front populaire a mis les bases de l'industrialisation du pays, il a pris quelques mesures démocratiques,
Mais finalement, c'est mal fini pour la gauche. Enfin, cette histoire est expliquée au livre, mais je ne vais pas l'expliquer ici. Les partis communistes finirent la loi en 1948, les partis socialistes divisés. Et il a fallu un temps de reconstitution qui commence en 1953, avec la renaissance d'un syndicat unitaire qui va exister jusqu'à la fin. La première initiative est venue de la classe travailleuse. Ensuite, en 1956, se constitue le bloc historique entre les partis communistes et socialistes. Les partis communistes encore à la clandestinité et les partis socialistes divisés en deux. Il y en avait encore deux partis socialistes à cette époque. Mais ils font un bloc qui va présenter une candidature. Et en 1957, réunification du Parti socialiste. Un seul parti socialiste. Et la même année, Allende est proclamé candidat du Front d'action populaire, c'était la sigle. Et en 1958, un peu avant l'élection, la loi qui interdisait les partis communistes est abrogée. Et selon les sources, parce qu'il y a 20 000 ou 40 000 personnes qui ont pu se réinscrire. À l'époque, les gens qui votaient au Chili, qui étaient inscrits au registre électoral, étaient 400 000. Donc on parle de 5 à 10% des gens qui pouvaient voter, qui ont pu se réinscrire pour cette élection. Et la gauche formule un programme qui sera à peu près le même, que j'appelle dans les livres le programme historique, dans toutes les élections où Allende a été candidat en 58, 64, 70, qui est la guerre, bien sûr. Le Chili avait un domaine peu productif et il fallait les rendre socialement très injustes, la nationalisation du cuivre et d'autres richesses, un secteur social de l'économie et les partisans du tiers-monde en politique internationale et promotion de la culture. Et en 1958, Allende a presque gagné les élections. C'est une année très importante pour l'histoire du Chili parce qu'à partir de ce moment-là, la gauche est candidate au gouvernement. Ça n'avait jamais existé avant. Dans les fronts populaires, la gauche existait, mais minoritaire. Et tandis qu'ici, Allende a failli gagner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les résultats, milliers de votes. Donc, gagne le candidat de droite, suivi d'Allende avec ses pourcentages, la démocratie chrétienne, les radicaux. Mais en fait, ces gars inconnus et inclassables, c'était un curé de Fauquier dans balnéaire à Sachi, Catapil, c'est à côté de Savaillac, pour ceux qui connaissent le Chili. Donc en contact, et la droite l'a présenté comme un candidat populaire. Et il est parvenu en fait à diminuer ses votes, ces 41 000 votes devaient être là. Mais c'est comme ça, avec cette manœuvre-là, il y a eu beaucoup de nuls aussi, hein, j'ai compté la quantité de votes nuls. Donc la droite a dû déjà faire ce type de mesures, donc présenter un candidat comme populaire qui a enlevé des votes à Allende. Et à partir de là, on dirait que la droite a peur que la gauche gagne les élections. Ce qui va finalement, la principale motivation de la droite est d'éviter, endiguer le communisme. C'est ce qui va. C'est la guerre froide, donc ça entre très bien avec la politique du président des États-Unis à l'époque. Mais à partir de là, et je cite des historiens, ah oui, et puis la peur augmente parce que quelques mois plus tard, voilà ce qui arrive, donc la révolution cubaine. Donc Allende a presque gagné les élections au Chili en septembre 58 et en janvier 59, voilà ce que personne n'attendait, donc la révolution au Cuba. Donc pour la première fois, un pays, une révolution victorieuse. Donc la perte de la droite augmente, celle des États-Unis également, et il y aura une série de, disons, les luttes sociales vont aller en augmentation, un mouvement qui va être à la base de la victoire de 1970. Tout d'abord, le nombre de grèves a augmenté et le nombre d'ouvriers syndicalisés augmente également, comme la durée des grèves. Et sous le gouvernement de la démocratie chrétienne en 64, oui, je n'ai pas parlé de cette élection, mais je pense, là, la démocratie chrétienne a eu le soutien de la droite pour éviter qu'Allende gagne. Là, on a fait un bloc de tout le monde contre Allende.
Et sous les gouvernements démocrates chrétiens, il y a une loi qui permet l'organisation, l'association des paysans, parce que la paysannerie avait interdiction de s'associer, qui est un droit démocratique de base, le droit de s'associer, interdiction de faire des syndicats. Et ceci a été abrogé et une grande partie des paysans commencent à s'organiser. Il y a eu des occupations des terres des sans-logis, et pour avoir un terrain pour vivre, donc il y a une augmentation des réformes universitaires, à peu près en même temps qu'en France, même ils ont commencé en 67, 68, etc. Et les premiers pas aussi vers l'émancipation de la femme, ça c'est une médecin communiste qui était la première de Walda à Montréal, qui a fait une enquête, il a obtenu ce titre d'une enquête à long terme sur une grande quantité de femmes, sur les causes de la mortalité des femmes en milieu hospitalier. Et il s'est rendu compte que la principale cause des femmes entières, c'était des avortements mal faits. Et donc, avec ces preuves sur une grande quantité d'hôpitaux, ils ont pu introduire, le gouvernement a accepté d'introduire la pilule au Chili qui est arrivée assez vite. Aux États-Unis, je pense qu'elle a été découverte aux années 60, au Chili, ça arrive en 61, 62, après cette enquête, qui a eu quand même une importance, une grande importance. Donc, tout ceci renforce la gauche, mais il y a aussi un mouvement culturel dont on parle, qui était spécifique à cette époque-là, aux années 60. Parce que, fond, il y a bien sûr un sous-chapitre pour la littérature, cinéma, musique. Mais en gros, pour tous ces arts, la plupart des films qui étaient montrés au Chili étaient des films qui venaient de Hollywood, quelques films européens, italiens, plutôt français parfois. Mais il y a des gens qui disent, et les films chiliens étaient d'une qualité assez moindre, et en général, ils montraient l'histoire officielle. Donc il y a des gens qui disent, non, il faut que notre film montre la réalité du pays, et pas seulement les belles montagnes, les belles couchers du soleil, qui montre la réalité sociale du pays. Et il y a cette tendance dans les cinémas. Il y a cette tendance également dans la musique. Parce que c'était une époque où la radio arrivait, les récepteurs de radio, dans les foyers populaires. Les premières musiques qu'il écoutait en général, c'était des musiques qui venaient du Mexique, du Pérou aussi, mais puis c'était la musique en anglais. Et dans les milieux populaires, il y avait quand même des chanteurs qui passaient des musiques traditionnelles de génération en génération qui étaient en train de se perdre. Et donc, le mouvement Nouvelle Chanson voulait d'abord récupérer cette musique. La mère, par exemple, de Victor Jara, c'était une de ces chanteuses. Et ensuite, il y a eu un grand débat, est-ce qu'on peut simplement la sauver, l'enregistrer et la montrer, ou continuer à créer dans cet style. Bon, et finalement, ce qui continue à créer dans cet style, c'est probablement les groupes que vous connaissez par la suite, Inti Man, Niki Lapayun, et Violeta Parra était au fond la colonne vertébrale de ces mouvements. Il y a aussi un mouvement dans les théâtres, donc on est aussi, ça c'est un signe des choses qui vont changer, un mouvement dans toutes les branches de la culture, dans le cinéma, dans les théâtres, dans la littérature et dans la musique. Et tous ces mouvements veulent en fait exprimer la réalité et les luttes sociales. Oui, des films, les grands films de l'époque, à mon avis, mais c'est mon goût, les Valparaiso, Mi Amor est un des grands films, je suis né à Valparaiso, et Chacal de Nahuel Toro, qui est l'histoire d'un type qui a commis un crime horrible, mais qui était un analphabète, parce qu'il avait une vie très difficile, et finalement, dans la prison, il a été alphabétisé, il a pris un métier, et tout ça, et finalement, on l'a fusillé, tout de même. Mais c'est un des grands films de l'époque, voilà, il est sur YouTube, si vous voulez le voir, il est en train de le faire. Là, c'est un peu trop long, mais je cite simplement Matelar, parce qu'il disait qu'en parallèle au mouvement culturel, il y avait au Chili un système intellectuel cosmopolite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, peu avant, en 1964, il y a eu le coup d'État au Brésil, et il y a eu également un coup d'État en Argentine. Donc beaucoup d'intellectuels brésiliens et argentins arrivent au Chili
Et le Chili a été finalement le berceau de ce qu'on a appelé la théorie de la dépendance, qui est une théorie qui, au fond, propre au tiers-monde. C'est une théorie qui est née au Chili en disant c'est vrai qu'il faut introduire l'industrie, ça c'était le desarrollisme, comme on disait en espagnol, mais ça ne suffit pas. Il faut également des changements politiques dans les relations internationales. Et les grandes figures de ce mouvement, Fernando Henrique Cardoso, qui a été par la suite président du Brésil, mais avec d'autres politiques, il est devenu néolibéral par la suite, mais il ne l'était pas à cette époque-là. Enzo Faleto et d'autres, la plupart des noms sont là. Mais en fait, il y a au Chili beaucoup d'intellectuels qui vont contribuer à moderniser, si vous voulez, les programmes de la gauche grâce à la théorie de la dépendance. Il y a une grande lecture, enfin, c'était Matelar qui critiquait toute l'idéologie qui est véhiculée par les comics américains dans ces... pour lire le Oncle Donald, et les Veines ouvertes de l'Amérique latine, qui a été édité pour la première fois en 1971. Il y a bien sûr, et ici je ferai un résumé, mais j'en parle un peu plus dans les livres, des mouvements politiques propres aux années 60. Les troncs et l'unité entre les partis communistes et socialistes qui s'appelaient donc les FRAP, les Fronts d'Action Populaire. Mais il y a eu quand même des choses qu'on peut... Les communistes et socialistes seuls ne gagnaient pas l'élection. Et pour cela, il fallait les grands partis laïcs, les partis radicaux, qui au Chili faisaient à cette époque-là, il était dans les 13%, et aussi des chrétiens de gauche. Et finalement, un des grands débats de la gauche à cette époque-là est faut-il établir une alliance avec les partis radicaux? Alors, il y a une réponse non, disait un des grands maîtres penseurs du Parti socialiste, Raúl Ampuero, parce que la gauche devrait faire des concessions et renoncer à une partie de son programme, autant de garder le programme et établir une base importante avec lui. Mais le leader du parti radical, finalement, va conduire son parti jusqu'à la gauche sans demander aucune concession importante. Donc, la gauche n'a pas renoncé à son projet de jeter les bases du socialisme et il a pu établir une alliance avec le parti radical. Et en parallèle, il y a eu bien sûr la naissance du MIR en 1965, qui était plutôt dans la mouvance Cuba et qui s'est méfié des élections jusqu'à la fin, et du MAPU, qui sont les dissidents de la démocratie chrétienne, qui vont faire partie aussi finalement de l'unité populaire par la suite. Je dirais, ça résume les grands mouvements à cette époque-là. Donc, dans la photo, c'était Allende, le chef du parti socialiste, lui c'était le Luengo, c'était un petit parti, le Padena. Et là, c'était une proclamation d'Allende avec Neruda, etc. Ça, c'est les mouvements politiques à l'époque. Une chose qu'il faut souligner, parce que je lis quand même beaucoup de livres d'histoire sur l'époque, et on dit Allende était le président de OLAS, Association latino-américaine de solidarité. Eh bien, c'est inexact. Allende n'a jamais été le président de OLAS, je l'assure, je le sais. Parce que il y a beaucoup de gens qui se copient les uns aux autres, ne vérifient pas les sources, chose qu'il faut faire, il faut aller voir les sources. C'était quoi les OLAS? Parce que c'était une des grandes critiques de la droite. Cuba a essayé à pousser des grands mouvements internationaux pour essayer de rassembler les pays du tiers-monde avec les pays socialistes de l'époque. Le premier, c'était la conférence de la Tricontinentale qui s'est tenue à La Havane en janvier 1966. Et le Chili a envoyé une délégation, la gauche chilienne, comme beaucoup de pays du monde. Et dans cette conférence, certes, c'est Allende qui dit mais il faut une espèce de sous-conférence dans la continentale de l'Amérique latine, puisque l'Afrique et l'Asie ont aussi une association qui existait déjà. Et cette organisation, effectivement, a pris le nom d'Organisation latino-américaine de solidarité, OLAS, qui veut dire vague. C'était un jeu de mots aussi, en certain sens. OLAS s'est réuni à La Havane en janvier 1967.
Et il y a un débat important, parce que la plupart des gens qui arrivent là, c'était des mouvements qui faisaient la guérilla. À cette époque-là, en 67, il y avait des guérillas. Je pense qu'il restait quelque chose au Mexique. Il y avait certainement au Guatemala et dans d'autres pays de l'Amérique centrale, il y avait des guérillas en Colombie. La guérilla de Che Guevara était encore là. On est en juillet 67, Che Guevara est mort en octobre 67. Donc, c'était des guérillas qui existaient ou des mouvements qui voulaient faire la guérilla. Le seul que je dirais qui voulait accéder au gouvernement par les élections, c'était les Chiliens et les Uruguayens. Et les autres les voyaient avec méfiance. Donc il y a un débat où finalement la déclaration finale est imprégnée de lutte armée, mais la délégation chilienne ne l'a pas signée. Et c'est tout. Olas n'a plus jamais se réuni. Mais à cette époque-là, Allende qui a insisté, il était en même temps président du Sénat. Les partis radicaux avaient déjà voté pour lui au Sénat pour qu'il soit le président. Il avait déjà cette majorité. Donc, scandale. Est-ce que le président du Sénat peut aller se réunir avec des terroristes qui, imaginez tous les adjectifs, ils ne sont pas très différents aux adjectifs actuels, terroristes qui tuent des gens, qui font la guérilla, qui ne respectent pas la légalité, etc., qui sont au sol de Moscou et de La Havane, etc. Et donc, il y a eu deux tentatives de censure, de renverser Allende en tant que président du Sénat, parce qu'il a été se réunir avec des terroristes. Et plus encore, ce qui est arrivé, effectivement, c'était qu'en février 68, les 3 derniers survivants de la guérilla de Che Guevara traversent la frontière chilienne, après avoir marché un peu caché pendant, ils ont fait 1500 km. Et donc, en voilà l'un d'eux en arrivant du nord à Santiago. Et Allende les accompagne pendant tout son séjour au Chili. Et puis finalement, problème, parce que le gouvernement chilien a dit qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques avec la Bolivie, donc ça ne pose pas de problème, il faut les envoyer à Cuba. Mais tous les pays frontaliers ont dit, s'ils passent dans mon espace aérien, on les arrête. Et puis quelqu'un au ministère des Affaires étrangères a dit, mais vous savez que quelque part, le Chili est un peu frontière avec la France, au Pacifique. Et donc, il a fallu aller jusqu'à l'île de Pâques, l'île de Pâques à Tahiti, et là, l'ambassadeur de Gaulle a accepté. L'ambassadeur de France, à l'époque, les a accompagnés, ils ont survolé l'Union soviétique, et comme ça, ils sont arrivés. Mais par la suite, la campagne contre Allende était tellement forte qu'il y a eu une des grands premiers débats télévisés, qui est assez intéressant. Et les chefs de rédaction, en fait, des 3 journaux qui tiraient à rouler rouge, ils sont invités à lui poser des questions. Et il s'est défendu brillamment. C'était le Mercurio, la Seconde, le Diario Ilustrado, qui était. C'était simple, et c'était déjà les questions aux futurs candidats. Et je pense que la défense d'Allende pendant ce débat a sauvé sa candidature. Alors là, je reproduis en espagnol parce que je pense qu'un des documents qui résume mieux la passée d'Allende, c'était l'interview qu'il a eue avec Régis Debray. Vous les voyez là, toute jeune, enfin, vous voyez là, la photo. Et justement, il était en prison en Bolivie, et Allende, en arrivant, il avait déjà plusieurs fois signé des pétitions demandant sa libération. Et en Bolivie, je résume l'histoire, mais il y a eu un échec d'un coup d'État de droite et une espèce de contre-coup d'État un peu de gauche. Donc, il était au pouvoir le général Juan José Torres, et Allende demande de libérer les 2 derniers prisonniers de la guérilla de Che Guevara, c'était Debray et Ciro Bustos. Et le gouvernement de la Bolivie accepte. Donc il arrive, je pense que c'était pour la Noël 70, et puis là c'est les premiers jours de janvier 71, ils sont à Viña del Mar, donc ils ont un dialogue assez intéressant, mais Debray lui pose la question, et là c'était des questions bien de gauche, c'était les gauchistes contre les réformistes, et quand les travailleurs vont conquérir le pouvoir. Et la réponse d'Allende, c'était, mais quand le cuivre sera nôtre, sera à nous, les mines de fer, les salpêtres, et quand nous serons finis la réforme agraire, etc. Et donc voilà, finalement, il ne voit pas les pouvoirs, ils ont des objectifs de ce type, mais ce n'était pas du tout la question du parti unique. Et Allende, qui était franc-maçon,
aussi dans une intervention en 70 dans la Grande Loge, et il dit en 70, nous ne sommes plus la gauche du système capitaliste, nous luttons pour la substitution du système capitaliste. Donc il voulait bien initier la construction d'une nouvelle société dans ce sens. Donc en résumé, en 1958, Allende arrive le deuxième à cause d'une manœuvre pour les placer à cet endroit-là. En 1964, il est à nouveau deuxième parce que tout le monde a fait le bloc contre la gauche pour qu'elle ne gagne pas les élections. Mais en 1970, il y a eu tellement de luttes sociales que la démocratie chrétienne ne peut plus faire bloc avec la droite. Ce n'est pas une question qu'ils ont raté l'occasion ou qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu, parce qu'il y a une pression de la base assez importante, donc l'élection se passe à 3. Et à 3, la gauche avait l'occasion de gagner l'élection. Donc c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Alors, je vais parler ensuite de la démocratie chrétienne, mais je ne sais pas si tu as un commentaire ou une question. Pour l'instant, ça va. Si tu mets toi là, si tu veux les photos, moi je ne serai pas avec ça. Mais pour parler du Chili de l'époque aussi, il faut parler du pays laboratoire. Il y a souvent des ouvrages, moi-même j'ai participé dans un ouvrage qui s'appelle Chili, pays laboratoire du néolibéralisme. Certes, c'est les Chicago Boys qui sont arrivés dans la même grande maison à Vigne, où vous voyez Allende avec Debré. Quelques années plus tard, c'était Pinochet avec les Chicago Boys. Ils ont décidé là, appliquer pour la première fois les préceptes de Chicago Boys, et le Chili est devenu un pays laboratoire. Ça s'est passé à peu près 76. Mais le Chili a été certes aussi le laboratoire de la première tentative de socialisme démocratique, c'est l'objet de l'ouvrage, mais avant celle-là, il a été également un laboratoire de la démocratie chrétienne, qui est une tentative de réforme sociale pour éviter la victoire de la gauche. Et là, c'est une expérience majeure qu'il faut également étudier. Alors, je vous ai montré les résultats en 1958, Frey, 3e, 20%. C'était les partis démocrates chrétiens les plus importants de l'Amérique latine. Et à cette époque-là, l'Amérique latine intéressait peu à l'Europe. L'Espagne n'était pas dans l'Union économique européenne, la CEE de l'époque. L'Italie, avec quelques rapports avec des pays de l'Amérique latine, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants italiens. Et en 1958, quand Allende a presque gagné les élections, il y a des alarmes à la Maison-Blanche, mais pas qu'à la Maison-Blanche, au Vatican aussi. On dit attention, la gauche peut gagner les pouvoirs, que faut-il faire? Et alors, c'est quelque part l'Église, d'ailleurs c'était un évêque d'origine panaméenne, mais qui était à Santiago, qui tourne les yeux du premier président catholique des États-Unis, Kennedy, en disant là, il y a une expérience intéressante. Et on peut essayer de faire de Chili une vitrine pour éviter la victoire de la gauche et aussi un modèle contre Cuba, parce qu'il fallait un contre-modèle. Il y avait Fidel Castro qui venait de gagner, il fallait montrer quelque chose. Kennedy dit la droite traditionnelle conservatrice ne fonctionne plus. Donc il faut quelques changements sociaux importants et le Chili va devenir un pays laboratoire pour la démocratie chrétienne. Et donc le modèle était l'Italie. Parce que l'Italie, finalement, c'est un pays où les partis communistes étaient assez importants, mais les États-Unis sont intervenus. C'était Colby en 1948. Ils vont intervenir sur une élection et finalement la démocratie chrétienne devient encore plus importante et vont endiguer l'avancée communiste. Même si les communistes sont arrivés à un moment donné à plus de 30% en Italie, la démocratie chrétienne c'est 40%, donc les communistes n'ont jamais pu participer au gouvernement. Ça, c'était les modèles, parce qu'au Chili, il y a une gauche puissante, mais si on fait une démocratie chrétienne encore plus puissante, comme en Italie, on peut faire à peu près la même chose. En gros, ça, c'était les projets de Kennedy et un peu important. Ces messieurs-là, Ralph Dugan, a été le premier l'ambassadeur de Kennedy, ou même c'était déjà après la mort de Kennedy, mais il faisait partie de l'équipe démocrate.
Et ce n'était pas n'importe qui, hein, donc c'est intéressant, c'était vraiment un des concepteurs de la victoire de Kennedy. Donc qu'est-ce qui fait une personnalité aussi importante dans un pays de 9,5 millions d'habitants qui n'a pas beaucoup d'importance économique, l'armée a quelques armements de désuétude, et donc voilà, et lui, il venait en fait quelque part diriger ses premiers laboratoires pour essayer des changements. Et c'était un gars qui, les week-ends, allait faire des travaux volontaires, il soutenait la réforme agraire à fond, disons, cette là cette injustice sociale dans la campagne. Le New York Times a dit que c'est pour la première fois la droite critiquait un ambassadeur des États-Unis parce qu'il soutenait la réforme agraire. Et donc, il pousse certains changements. Et il y aura un deuxième personnage tout à fait important qui est un prêtre belge. Je ne l'ai pas connu, enfin j'habite en Belgique, Roger Bekemans, et qui va jouer un rôle majeur, mais j'ai connu beaucoup de gens qui l'ont connu, en fait, qui ont défini les personnages. Et Roger Bekemans était un jésuite, polyglotte, il parlait plusieurs langues, flamand à l'origine, mais français parfaitement, et il a fait sa thèse en allemand, et il parlait l'italien à l'église, et le latin également, et l'anglais parfaitement, d'après ce qu'on m'a dit, mais il ne parlait pas l'espagnol. Mais à certains moments, l'église demande en fait quelqu'un de spécialiste qui connaisse bien les marxistes, qui soit spécialiste en lutte sociale, mais docile aux enseignements de l'église. Ça, c'était la demande. Et après, les jésuites disent on a l'homme, il faut juste qu'il apprenne l'espagnol, mais il est très doué pour les langues. Effectivement, il s'est installé quelque temps à Madrid dans un foyer avec des Chiliens pour apprendre vraiment le chilien. Et il débarque au Chili en 1957. Et Bekemans, pour résumer comme ça, était un gars qui était très habile pour capter des fonds. Parce que toutes les institutions aux États-Unis et en Europe qui voulaient financer des organisations qui voulaient pousser des réformes sociales mais limitées pour endiguer le communisme, finalement, il présente un projet. Donc, il va créer l'école de sociologie, il était sociologue de l'université catholique, il va créer des centres d'études, des DCA, où les spécialistes étaient mieux payés que les profs de LIF au Chili à ce moment-là, c'est très bien. Et d'autres centres de recherche où finalement ils vont étudier la société chilienne et la conclusion va ser, ici il faut faire ce qu'on appelle la promotion populaire. C'est quoi la promotion populaire? Diagnostic de Bekemans après ses études sociologiques, qui étaient assez sérieuses et bien poussées. Il les a repris aussi d'autres. Il dit, voilà, le Chili c'est presque 10 millions d'habitants, mais presque la moitié sont des marginaux. Et par des marginaux, moi je ne veux pas dire seulement des pauvres. Oui, ils sont pauvres. Mais en plus des pauvres, ils sont des gens qui n'ont pas de contact avec les pouvoirs. Ils n'ont pas d'éducation, ils ne savent pas s'exprimer. S'ils tombent malades, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut aller. Et s'il faut faire un document dans la mairie, ils ne savent pas le faire non plus. Donc ils sont en fait en marge de la société. Et c'est presque la moitié. Parce que de 10 millions, il y avait 3 millions, un peu plus, qui habitaient la campagne, c'était le cas de presque tous les paysans. Des grandes parties des pauvres de la ville, et même parfois d'une classe moyenne un peu déguisée, mais qui vivaient dans des conditions très difficiles. Donc, et ces gens-là ne sont pas organisés par la gauche. La gauche organise les travailleurs d'industrie qui ont des syndicats, mais celles-là, ils ont quand même un salaire, mais enfin. Donc, il faut organiser les marginaux qu'on passe pour un projet de réforme. Et plusieurs ministères doivent aller intervenir pour faire des logements, amener des polycliniques, etc., faire un peu de l'assistance, mais aussi pour faire de ces secteurs donc un secteur qui va soutenir les projets de la démocratie chrétienne. Et c'est lui qui a eu l'initiative de créer les organisations de voisins, les juntas de vecinos, les centres de madres, les organisations de mères. C'est la première fois que les femmes étaient organisées. Oui, on apprenait à tricoter, on arrivait avec des machines à coudre, mais les femmes avaient une activité. En écoutant à la radio voilà, un roman, mais il y avait des activités pour les femmes. Donc c'est lui qui a été le concepteur de tous
c'est la promotion populaire. Et finalement, une fois qu'Ifrey gagne, je n'ai pas très bien compris pourquoi, enfin j'ai eu quelques trucs, mais ils ne se sont pas entendus. Et ils se sont disputés. Quelqu'un m'a dit qu'il voulait être le monde, les pouvoirs derrière Frey, qu'il lui soufflait à l'oreille tout ce qu'il fallait faire. Et à certains moments, Frey a dit attention, ici le président c'est moi. Et lui il a dit mais si vous êtes président, c'est grâce à moi. Alors il a dit écoutez, c'est fini quoi. Et, donc vous n'êtes plus bienvenu, vous n'êtes plus le bienvenu à la monnaie, l'enfant. Alors, la démocratie chrétienne qui gagne avec 56%, Frey en 64, va se diviser entre ceux qui veulent approfondir les réformes et ceux qui veulent les arrêter. Alors, donc il y a trois secteurs, les officialistes, et puis c'est là, le rebelle, les terceristes, c'était le troisième secteur. C'était presque la même chose, sauf que les premières, sociologiquement, étaient des agnostiques, enfin, venaient des familles chrétiennes, étaient des agnostiques, tandis que la troisième voie, c'est des vrais chrétiens de gauche, qui ont des activités dans sa paroisse. Et alors, pendant 6 mois, ils ont gagné, l'opposition gagne la directive du Parti démocrate chrétien, ils font un peu là, c'était ces trois-là, qui font l'opposition à Frey, mais finalement, Frey parvient à contrôler les partis. Et là, il y a un élément important pour comprendre l'histoire de Chili, parce qu'on sait que les États-Unis ont envoyé beaucoup d'argent à Frey, enfin la démocratie chrétienne, l'Italie également. Mais en fait, il n'envoyait pas à la démocratie chrétienne, il l'envoyait à Frey. Donc la démocratie chrétienne est un parti qui a une structure, mais quelque part, Frey, il y avait une équipe autour de lui qui était la droite, qui recevait les aides internationales, en mettant une grande guillemets aux aides. Mais donc l'argent des fonds de cover action, qu'on dit, donc des fonds cachés et clandestins, arrivait directement à Frey, n'arrivait pas au Parti démocrate chrétien. Et là, je lis pour cela effectivement tous les documents déclassifiés et ils sont impressionnants, hein, les quantités d'argent, mais il arrive à ces secteurs-là. Je pense qu'il y a d'autres partis politiques qui fonctionnent comme ça, mais il y a un grand parti, mais en réalité, il y a un appareil qui les contrôle. Et sauf pendant des brefs moments, ils ont perdu le contrôle, mais ensuite ils sont parvenus à les contrôler parce qu'il y avait tout un appareil, des cadres, ils sélectionnaient les gens qui votaient aux réunions, etc. Et il me reste un petit chapitre pour la deuxième partie qui est la droite. Et ce chapitre a beaucoup de parallèles avec la situation actuelle. Donc, la droite chilienne, il y avait dans l'histoire un grand parti conservateur et un grand parti libéral. Dans les années 40, même 50, c'était 22% les conservateurs, 16% les libéraux, c'était donc des partis de cette ordre. Mais à partir des années 60, ils diminuent, parce qu'ils n'ont plus de projet. Comme je vous disais, ils ne faisaient pas autre chose. Il faut endiguer le communisme. Mais ça ne suffit pas. Et donc, comment ils ont réglé le problème de Chili, on ne sait pas. Donc, ils n'avaient pas un programme clair, donc ils commencent à diminuer. Même dans les années, donc entre 58 et 64, il y a un président de droite, il perd les élections et donc sa majorité passe au-dessous d'un tiers. Et donc il fallait s'allier aux partis radicaux. Et l'année 65 avec Frey, il arrive à un minimum historique. Les deux grands partis de droite réunis font 13%. Chose que j'ai jamais vue, tout le reste était la démocratie chrétienne et la gauche. Et donc la droite était en train de périr quelque part. Et ils vont créer une nouvelle fusion entre les libéraux et les conservateurs. Ils vont créer un nouveau parti, le Parti national. L'histoire registre ça comme ça, mais en fait il y a un élément qui en général passe inaperçu. En fait, il n'y avait pas deux partis, il y en avait trois. Il y avait un troisième parti qui arrive, qui s'appelait Action nationale, dont les leaders étaient Jorge Prat et Echaurren, qui est un... Oui, je peux utiliser les mots fascistes, mais je ne pense pas tellement à Hitler ou Mussolini, je pense plutôt à Franco et à Salazar. Donc, c'était un grand admirateur d'Oliveira Salazar, c'était son modèle de société. Et bien sûr, il veut la gauche hors la loi et en prison si possible, mais il n'est pas libéral économiquement, il veut des entreprises de l'État. Mais son message était qu'il y a une dégénérescence de la nationalité, une dégénérescence de l'État,
Et il faut régénérer l'État chilien. Et qui peut le régénérer? Qui sont les seuls qui peuvent le régénérer? Les militaires. C'est la réserve morale de la patrie. Et donc, c'est les premières, disons, à partir de ces moments-là, la droite, je dis, tourne ses regards vers les casernes. Elle n'est pas encore putschiste, hein, ce n'est pas encore les coups d'État, mais les militaires commencent à compter plus qu'avant. Jusqu'à cette époque-là, la droite ne pensait pas tellement au coup d'État. Donc, il y a ces trois réformes. Et à la fin du gouvernement Frey, et avant que Frey ne finisse son gouvernement en 70, il y a eu tout de même 4 tentatives de coup d'État, une qui est passée à l'acte. Donc la prise d'occupation du régiment Tacna. Voilà les photos, les militaires en train de... Et donc, certes, une des choses qui explique le fait que Frey arrête les réformes, c'était qu'il avait peur d'un coup d'État. Des gens qui l'ont connu, j'ai bien interviewé, ils disent « je ne vais pas finir ma vie à l'étranger en disant pourquoi est-ce que j'ai échoué, en donnant des conférences en expliquant pourquoi est-ce que j'ai échoué. » Donc il voulait finir sa période, ce qui devenait de plus en plus difficile. Ça, c'était une tentative de coup d'État ça s'est passé en mars 70, dont les 4 impliqués, tous les militaires qui assistaient en uniforme au procès du premier, du vieux, celui qui avait essayé l'occupation, les choses commencent à bouger dans les casernes. Alors attention, les putschistes ne sont pas encore majoritaires, mais il y a des militaires qui commencent à s'identifier avec cette droite qui a un message fasciste en disant l'État est dégénéré et il faut que les militaires les régénèrent. Et certains prennent ça au sérieux, déjà pour la première fois. Et la droite devient violente. Et là, c'était certainement l'opposition à la réforme agraire. Là, j'ai pris des photos qui sont impressionnantes parce que pour la première fois, il y a eu un assassinat qui est photographié. Donc, il y avait un domaine, à l'époque de Frey, qui était exproprié, la CORA, donc l'institution étatique de prendre possession du domaine, mais les propriétaires s'y opposent, les policiers étaient là sans rien faire, mais il y avait une espèce de milice des paysans qui étaient à la solde des propriétaires, et les chefs de la division de la CORA, donc Corporation de la Réforme agraire de Linares, essaye d'entrer à ce moment-là, et quelqu'un a glissé, il a donné un coup de bâton sur sa tête. Ça, c'est la photo jusqu'après, et il meurt quelques heures après à l'hôpital. Donc, c'était un des premiers martyrs de la réforme agraire qui était un militant de la démocratie chrétienne, donc qui a voulu exproprier. Mais la droite devenait aussi de plus en plus violente. Donc, déjà en 70, la droite regarde les casernes et il y a des actes de violence de ce type. Et finalement, pour l'élection présidentielle, il y a eu une remake de ce qu'on appelait la campagne de terreur. En 60, la campagne de la terreur, en disant que le communisme allait en cette, voilà, mettre les gens en prison, les fusiller, etc. En 64, ça a quelque part marché. Il y a eu même la sœur de Fidel Castro, Juan Castro, qui a fait un discours en demandant aux Chiliens de ne pas voter Allende parce qu'il allait faire la même chose qu'à Cuba, on fusillait les gens. En 70, on essaye de les faire, mais ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup d'affiches comme ça. Mais j'ai sélectionné un où il y a un char soviétique devant la monnaie, là, en disant voilà, si les communistes arrivent au pouvoir, voilà ce qui va arriver. Et il y a eu des chars devant la monnaie, là, mais ils n'étaient pas soviétiques. 3 ans plus tard, et qu'il y aura des disparus, où se trouve papa. Oui, il y aura des disparus, mais pas à l'époque d'Allende. Mais quelque part, la droite va finalement projeter ce qu'elle va faire sur la gauche. Et c'est des organisations qui personne ne connaît, tout ça a été, on le sait par les documents déclassés, financé par la CIA, mais c'était signé comme Association des femmes de Chili ou Chile Joven, donc Chili jeune, c'était des trucs que personne ne connaissait à cette époque. Mais finalement, ça ne passe pas tellement, l'élection a lieu et c'est Allende qui gagne. Ça, c'est en gros le premier volume. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. C'est un problème du temps, il nous reste une demi-heure. Il y a la deuxième partie qui est justement ce que tu viens de raconter un peu, comment toutes ces forces se sont
organisé jusqu'au moment de l'élection d'Allende. Et là, ton deuxième volume, c'est les jours d'élection entre l'élection d'Allende, le 4 septembre, et la prise du pouvoir d'Allende, que c'était en novembre. C'est ça, et c'est là où ils sont passés, sont 3 mois seulement, mais ils sont passés beaucoup de choses, et aussi sont très bonifiants après ce qui s'est passé. Oui, je vais essayer de faire ça en 10 minutes, comme ça on a le temps de quelques minutes pour échanger. Mais ici, c'est un livre qui est sur 60 jours, du 4 septembre au 4 novembre, entre l'élection et la passation de pouvoir. Mais en fait, pendant ces jours, il y a eu, c'est presque un roman policier. Hein. Donc je lis tous les documents qui se trouvent au site web du département d'État des États-Unis. On savait que les États-Unis sont intervenus, mais quand on les lit, on ne savait pas que c'était autant. Il n'y avait aucune décision importante qui s'est prise au Chili sans consulter M. Edward Corry, l'ambassadeur des États-Unis. Et en fait, il y aura un centre organisatif qui peut-être ne s'est jamais réuni, mais qui, coordonné par l'ambassadeur des États-Unis, où se trouvait le président Frey, enfin tous ces gens-là, destiné à éviter par tous les moyens, je dis par tous les moyens, même le SAD, qu'Allende ne soit président. Et il y a eu 3 tentatives de coup d'État. Je ne vais pas entrer dans les premiers, c'était relativement légal, on l'appelait ça le gambito, c'était que... parce que le deuxième tour devait se passer au Parlement. À cette époque-là, selon la Constitution, si personne n'avait plus que 50%, c'était l'ensemble des députés et sénateurs qui choisissaient entre les 2 premiers. Donc, quelque part, le deuxième tour avait lieu au Parlement. Donc, on dit à la démocratie chrétienne, si vous votez par Alessandri, qui était deuxième, il va démissionner, ce qui permet une nouvelle élection, etc. Et il voulait faire un cabinet militaire. Le deuxième était fait par l'ambassadeur Corry, et le troisième, c'était celle qui a fini avec l'assassinat de Schneider. Mais c'est à cette époque-là, et je vais montrer les documents dans les dias suivants, c'est que les États-Unis décident d'organiser un coup d'État au Chili. Mais en fait, le président Nixon a eu 2 rapports le jour avant. Cette décision a été prise le 15 septembre. Et la première fois, et là, j'ai pris une planche de Le temps de semble de Désiré Alain Clapier, qui va paraître, ça c'est une avance, parce que là c'est en espagnol, vous ne le connaissez pas encore en espagnol. Et donc vous l'avez probablement lu en français, mais il va paraître bientôt au Chili. En gros, Frey demande à un vice-ministre des États-Unis qui était là de dire à Nixon qu'il y avait 48 possibilités sur 50 que le Chili devienne un deuxième Cuba. Dire ça à Nixon, c'est lui dire faites un coup d'État. Et l'autre, c'était un rapport d'Agustín Edwards, la grande fortune de Chili. Ça, c'était une photo de peu après, parce que je n'ai pas trouvé de photos de l'époque. Mais ça, c'était une photo, à mon avis, vers 1974 avec Pinochet, qui avait beaucoup de liens, qui va aux États-Unis et qui fait un rapport à la CIA et qui demande également un coup d'État. Et là, ces documents-là, c'est les notes qu'a pris Richard Helms dans la réunion avec Nixon, où Nixon lui dit toutes ces choses-là. Sauver le Chili, 10 millions plus si nécessaire, nos meilleures sommes, make the economy scream, fait hurler l'économie, etc. Il a dû déposer ça sur la commission Church. Donc, la décision d'organiser un coup d'État est prise par Nixon à ces moments-là. Je vais passer sur les premiers. Il y a eu une deuxième tentative pendant le jour national, le 18 décembre. Ça, c'était Corry, l'ambassadeur des États-Unis. Mais il y a une phrase quand même que je vais retenir. Les ministres de défense de Frey, qui étaient les liens entre Frey et lui, est-ce que je peux dire aux militaires chiliens que si Allende est président, les États-Unis ne vont rien envoyer à l'armée chilienne? Vous pouvez lui dire qu'il n'y a même pas un bis qui va arriver à l'armée chilienne, et que nous serons tout ce qui sera dans notre portée pour condamner les Chilis et les Chiliens aux privations et à la pauvreté. Donc, ça, et si nécessaire, en anglais, le général Schneider, qui était le chef de l'armée de terre, opposé au coup d'État, doit être neutralisé. Alors, il y a un débat avec la démocratie chrétienne sur les garanties constitutionnelles,
où finalement Allende les accepte toutes, sauf laisser aux militaires qui il génère tout seul ses autorités. Il dit non, je suis le chef de l'armée et c'est moi qui désigne, et ça, il n'a pas accepté. Et les troisième tentatives de coup d'État a fini un groupe voulait, disent-ils, prendre en otage les chefs de l'armée qui étaient farouchement opposés au coup d'État. Ils résistent et ils les tuent. Je ne suis pas sûr de cette version. Quand on analyse de près les choses, ils l'ont tiré tout de suite. À mon avis, ils ne voulaient pas les prendre en otage. Et c'était un assassinat. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a eu couvre-feu, état de siège pendant 2 jours. Et ça, c'est quand Allende est élu par les Congrès le 24 octobre. Et les chefs de l'armée vont le saluer, enfin voilà, et comme le président élu dans sa maison. Celui-ci était mêlé au coup d'État, était le chef de la marine. Celui-ci était le chef de la police, était mêlé au coup d'État. Et celui-ci, le chef de l'aviation également. Le seul qui n'était pas, c'était son successeur, qui sera plus tard aussi assassiné à Buenos Aires. Donc c'est intéressant que les putschistes avaient l'armée déployée. Et celui qui commandait l'armée à Santiago était dans la tentative de coup d'État, Camilo Valenzuela. Et lui, il contrôlait Valparaíso, etc. Et cependant, ils n'ont pas osé. Donc ça veut dire que les rapports de force et le mouvement social étaient tellement importants. Et ils savaient qu'il allait rencontrer des résistances aussi dans l'armée, qu'ils n'ont pas osé exécuter les coups d'État à ce moment-là. Mais le Chili a passé tout juste au moment des coups d'État. Et on va finir aussi avec une image dessinée par Alain Flapier, donc avec une image joyeuse, parce qu'au moment de la victoire d'Allende, ça se ressemble un peu au jour qu'on a connu récemment, et il y a eu une joie généralisée à Santiago pour la première fois, celle d'en bas, sans qu'ils font partie de l'histoire. Donc voilà où j'en suis, j'espère vous présenter la suite quand elle sera finie. Merci. Comme d'habitude, on vous laisse la parole. S'il y a des questions ou des commentaires, s'il y a des commentaires, on n'a pas beaucoup de temps, donc ne sois pas non plus. Ah, mais prends ça. En réalité, ce n'est pas un commentaire, une petite information. C'est quand les 3 survivants de la guérilla de Cher n'arrivaient pas à les faire sortir, Allende parle avec Frey, et Frey parle personnellement avec De Gaulle. Et De Gaulle dit oui, vous nous envoyez à l'île de Pâques, de là, il y aura un avion français, ils arrivent à Tahiti, les préfets répondent de leur vie. Mais après, ils n'ont pas été à l'Union soviétique, ils sont venus à Paris et De Gaulle les a reçus à l'Élysée. Et ça, on l'a su récemment, il y a 10-15 ans, à une réunion qu'il y a eu ici où avait Benigno. Benigno a raconté ici à la maison de Marie Clapier et tout le monde a été très étonné. Voilà, De Gaulle a été vraiment spectaculaire, très solidaire. L'étape qui a commencé le 4 septembre 1970, donc au moment de l'élection d'Allende. Je ne savais pas, mais oui, je n'ai pas donné tous les détails du complot Pio, mais en fait, il était téléguidé par la CIA même le reconnaît. Et l'extrême droite de l'époque, ce n'était pas encore Patrie et Liberté, ces groupes-là. Mais c'était une myriade de groupes qui les dirigeait un ancien général de l'armée qui s'appelait Martínez Amaro, qui est le père de Martínez Puig, qui était le commandant. Et il dirigeait des groupes, les groupes d'extrême droite, c'était l'extrême droite catholique, Fiducia, et aussi des groupes d'hommes des gros-bras de la droite, des couleurs d'affiches, et en général c'était des petits délinquants qui étaient recrutés par la droite également. Donc dans l'assassinat d'Allende, c'était une combinaison entre des aristocrates, entre guillemets,
et des lumpen qui étaient recrutés par la droite. Enfin, il y avait les deux. L'assassinat de Schneider, oui. Oui, effectivement. Je pense que j'ai écrit une description assez détaillée de la préparation de cette pensée. Mais aussi, l'impunité est impressionnante. Hein. Les deux gens qui ont tiré, qui on sait qui c'est, Bulneselva et Diego Izquierdo, ils sont au Chili. Enfin, la dictature ils ont fait un procès bidon. Et finalement, ces choses jugées, on ne peut pas les juger actuellement. Donc, les gens qui ont tué Allende, les seuls qui ont fait un peu d'édition, c'était un de Schneider, c'était un de Lumpen. Et les autres, non. Effectivement, ça se finit avec la plus grande impunité. Et donc, ça montre que les tentatives de faire... C'était une victoire assez difficile, hein, et c'est ce que je veux prouver, c'est que les tentatives de coup d'État étaient déjà là. Et forcément, Allende n'avait rien fait, n'était pas encore président. Et donc, est-ce que c'est parce qu'il était trop à gauche ou pas assez à gauche? Non, en fait, la décision de faire un coup d'État a été prise aux États-Unis le 15 septembre, et là, les sources sont... Parce que ça gênait les États-Unis. Pour Nixon, c'était un problème parce que ça pouvait devenir un exemple pour d'autres pays, pas tellement. Et il a décidé que la présence du gouvernement au Chili n'était pas acceptable et il a donné les instructions d'organiser un coup d'État, le boycott économique et tout ça. Ça n'a pas été aussi facile et Nixon pensait qu'il fallait appuyer sur un bouton et que le coup d'État s'est fait. Non, le coup d'État a échoué. Donc c'est vrai que faire un coup d'État n'est pas non plus... Et les États-Unis ne décident pas tout le temps quand un coup d'État peut être victorieux. Donc la preuve, c'est que celui-là, il échoue. Et Allende arrive à la présidence. Mais en fait, ensuite, il insiste par d'autres moyens. Mais bon, ça va arriver dans les livres suivants. Mais enfin, voilà cette partie de l'histoire. Je pense qu'en conclusion, c'est que cette histoire n'avait pas encore été... Enfin, il y a eu très peu d'enquêtes universitaires au Chili sur l'unité populaire parce que si on faisait des enquêtes approfondies, ça gênait la démocratie chrétienne actuelle parce que Frey, il est très bien montré. Et si on voit ce que Frey a travaillé pour un coup d'État incontestablement. Enfin, là, les sources sont... et d'autres dirigeants démocrates chrétiens comme Sergio Ossa, etc. Et sont devenus des personnalités qui par la suite sont montrées comme des grands démocrates. Enfin, ils ont été des opposants plus tard. Hein. Je pense que dans l'histoire, il faut les montrer, les dirigeants, dans toute sa complexité. Et Frey a finalement manœuvré pour qu'Allende ne soit pas président quand il avait été élu en 70. Mais probablement en 80, il voulait le départ de la dictature. Et il a prononcé un discours et ça lui a coûté sa vie. Et donc les deux choses sont vraies, mais il était pour un coup d'État en 70 et il a été contre la dictature en 80. Mais je pense qu'il faut montrer les personnages comme ça, donc pas faire un opposant aux dictatures de tout le temps et pas faire un putschiste non plus tout le temps. Ça c'était fait, les deux choses étaient vraies, mais à des moments différents. À propos des Frey, justement, en lisant ton livre, même si on avait des idées, des informations sur le rôle des Frey pendant la nationalisation du cuivre. Les rôles qu'ils ont joués pour bénéficier, alors peut-être c'est une façon de style, comment tu racontes l'histoire, mais en fait c'était évident qu'ils voulaient que les Américains ils gagnent de l'argent et que les Chiliens ils perdent en fait. Et ça dans l'histoire, ces rôles-là, c'est moins connu en fait. Frey il est passé comme les oppositeurs à Allende, mais ces parties-là, ils restaient un peu occultes en fait. Oui, je te remercie, la question c'est une très bonne question. Hein. Et là, si pendant 3 minutes ou 4, je vais parler de ça parce que c'est un dossier très révélateur de la situation, la question du cuivre. Si vous allez sur les Wikipédia et vous mettez nationalisation du cuivre, les Wikipédia vous diront qu'Allende n'a fait que continuer la chilenisation qui a commencé fait, et ça c'est un message qui revient
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même des gens qui ont, par exemple, dans les derniers films de Patrice Hourman, un photographe qui est une personnalité très intéressante, mais répète ça parce que ça devient une vérité réelle. Ce n'est pas comme ça. Et pour le dire clairement, que s'est-il passé en réalité? Quand Frey arrive au pouvoir, il dit on va chiléniser. Chiléniser, c'était faire des sociétés mixtes. Mais le contrat a été proposé par une des deux sociétés américaines, c'était la Kennecott et l'Anaconda, c'est la Kennecott, qui présente un contrat. Et là, il y a deux Chiliens qui vont aux États-Unis, qui parlent mal anglais d'ailleurs, et c'était presque signé ici. Hein. Ils ont presque discuté la convention. Et qu'est-ce que disait cette convention? Le Chili achète sur une seule mine, El Teniente, 51% des actions, un prix très haut. Mais ça, ce n'était pas l'essentiel. Mais la société Breden gardait la direction, la gérance de l'entreprise et la commercialisation des cuivres. Ce n'est pas le Chili qui vend les cuivres, c'est la Breden, Copper Cap. Et deuxième partie du contrat, la Breden s'engage à faire des investissements pour raffiner davantage du cuivre au Chili. Et en échange, l'État chilien fait un paquet de réductions d'impôts, des facilités douanières, des facilités de ce type. En gros, les impôts aux bénéfices qu'ils payaient étaient de l'ordre de la moitié et ils sont diminués à 15% à condition d'investir. Ensuite, et tout cela devient des contrats loi. Donc les contrats ont la valeur d'une loi. Ça ne peut pas être modifié que si le Parlement le décide. C'est ce qu'on dit, donner la sécurité à l'entreprise, à l'investisseur. Et puis, en 69, je reçus à peu près la même histoire avec d'autres mines, mais cette fois-ci, c'était avec l'autre société, la Anaconda. Donc, les deux fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand, en 65, les prix du cuivre de la marché international étaient à 0,29 centimes de dollars la livre du cuivre. Le cuivre est toujours cotisé au marché de Londres, et ça se mesure en livres. Et la livre coûtait celle-là. Mais avec la guerre de Vietnam, les prix ont monté très vite, et au fond, un an plus tard, était déjà à 45, 2 ans plus tard, était à 60, et il est arrivé jusqu'à 70. Mais comme c'était la Kennecott qui commercialisait les cuivres et qui les vendait à l'étranger, il les vendait une filiale pas chère, et la filiale les vendait au marché de Londres au prix du marché. Et donc, ils ont empoché à peu près tous les profits. Et avec les hausses des prix, ils payaient très peu d'impôts, 15%, alors qu'avant c'était 50%. Et donc, le Chili a perdu beaucoup d'argent avec cette chilénisation. Donc, même Tomic, qui était le candidat de la démocratie qui était reconnu, il va ne rien faire, laisser les choses comme avant. Chiléniser a été, les gens aventures faites par Frey a été pire. Et le Chili a perdu beaucoup d'argent. Et si le Chili aurait eu toute cette quantité d'argent, l'histoire aurait pris un autre cours, probablement. Parce que le Chili aurait disposé de ressources importantes. Et notamment, je pense que c'est à cause de cela que la démocratie chrétienne a échoué, n'a pas été réélue. Parce qu'ils ont donné les... Alors pourquoi Frey a fait ça aux États-Unis? Ce n'est pas assez clair. Ils ont financé sa campagne électorale et ses financements, et c'est un gros financement, ne sont jamais gratuits. Donc, ne pouvait pas nationaliser celles qui ont financé sa campagne électorale, ça n'existait pas. Et donc la chilénisation, ça a été une très mauvaise affaire pour le Chili. Alors, pour nationaliser, il fallait la dissoudre. Parce qu'une loi ne suffisait pas. Si Allende faisait voter une loi en acceptant qu'il a gagné, c'était une loi contre les contrats qui avaient la valeur d'une loi. Donc les compagnies pouvaient aller à la Cour suprême, qui était très conservatrice, et elle a gagné. Donc la seule manière de nationaliser, c'était une réforme constitutionnelle qui pourrait abroger les effets d'une loi. Et c'est pour ça que la nationalisation s'est faite par le biais d'une réforme constitutionnelle. Alors, dans la réforme, là je m'avance un peu parce que c'est ce que je suis en train de dire maintenant sur l'année 70, mais il est passé à l'histoire comme elle a été votée à l'unanimité du Parlement. Tout le monde, même la droite, a changé la vie les derniers jours, mais personne ne voulait apparaître comme les alliés des sociétés américaines. Donc ça a été voté à l'unanimité. Certes, ça donnait un gros appui au gouvernement d'Allende. Mais l'unanimité
réciprocité n'était pas aussi gratuite. Les projets, au départ, disaient nationalisation des biens nécessaires pour produire les cuivres. La démocratie chrétienne intervient en disant on n'est pas d'accord avec ça, on veut nationaliser les compagnies. Parce que comme ça, il y avait une reconnaissance aux compagnies qu'ils savaient créer avec les compagnies mixtes. Bon, est-ce que c'était une vanité? Peut-être. Mais le problème, c'est que si on nationalisait les compagnies, on nationalisait aussi la dette. Si on nationalise les biens, on ne nationalise pas la dette. Tandis que si on nationalisait les compagnies, on nationalisait la dette. Et les compagnies qui s'étaient engagées à investir avaient investi assez peu, mais ils n'avaient pas ramené de l'argent des États-Unis, mais il avait fait des emprunts auprès des banques chiliennes. Donc finalement, la dette était une dette chilienne, des emprunts en dollars. Et alors, quand Allende a nationalisé pour obtenir les votes de la démocratie chrétienne, il a dû faire cette concession, mais c'était une concession qui a coûté 700 millions de dollars, qui était une somme énorme à l'époque. Il y avait beaucoup d'argent parce que la démocratie chrétienne a dit d'accord, on vote, mais on nationalise les compagnies. Mais nationaliser les compagnies, c'est nationaliser les actifs et les passifs, et les passifs étaient 700 millions de dollars. Et donc, je pense qu'une déconstruction qui est nécessaire de faire, parce que ça arrange ceux qui ont gouverné après 1990, et dire que Frei a commencé, Allende n'a fait que continuer, eh bien non, ce n'est pas comme ça. Il a fallu défaire les projets de Frei qui favorisaient les monnaies grossières, les entreprises des États-Unis. Le Chili a perdu beaucoup d'argent avec ça. C'est vrai avec la réforme agraire. La réforme agraire, c'était la loi de Frei. Frei, il a fait après un tiers de nationalisation des grands domaines, et Allende a fait 2 tiers, mais c'était la même loi. Dans ces cas, on peut s'appliquer en disant que là, on continue avec la loi de l'autre. Mais pas avec le cas du cuivre. Pour le cas du cuivre, c'était une rupture, donc pas une continuité. Voilà. Je ne sais pas si on est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a une dernière toute petite intervention, question. Qui c'était les gens qui ont été négociés aux États-Unis au nom de Écoute, ça s'appelait, ils sont dans les livres, un s'appelait Lagarrigue et l'autre s'appelait Sáenz. Et Sáenz a été par la suite ministre de Luce. Donc c'était les 2 négociateurs qui sont là. Et c'est Lagarrigue, donc son anglais était relatif. Et la négociation, il est en anglais. Voilà. Bien, on en reste là. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir venu, fidèles toujours. Et on espère, on attend la suite. Merci à tous. Jusqu'au 4 novembre, jour de la prise de pouvoir, il y a eu effectivement tout un appareil pour essayer de faire le coup d'État. Et il y a eu la participation de l'armée avec certains personnages, bon, principalement le général Viau qui avait pris les commandements d'une sublévation avant l'élection de 1970, mais aussi avec la participation d'un personnage de la droite qui était celui qui recrutait les mercenaires, celui qui ont provoqué les attentats, qui ont provoqué un peu le désordre, qui cherchait à introduire dans la société chilienne, à Santiago en particulier. C'est une personne qui n'a jamais été molestée, qui n'a jamais été arrêtée, ni quoi que ce soit. C'est un député qui s'appelle Mario Arnello, qui était celui qui recrutait les personnes qui agissaient, ce sont des hommes des mains, qui agissaient dans la tentative. Et à l'époque, parmi ces gens-là, on parlait souvent, donc il y avait déjà des idées et des rumeurs qui couraient à propos d'une grande opération. Après, on l'a su, c'était l'assassinat de... Je suis d'accord avec vous, dans le sens qu'il n'y a pas eu de tentative de séquestration, mais l'objectif était d'assassiner René Schneider. Donc, c'était Mario Arnello qui coordonnait les actions sur le terrain. À part ça, il y avait un autre militaire, dont j'oublie tout le temps le nom, c'est un militaire qui avait été destitué au moment
Je crois que c'est au moment de la dernière présentation de la dernière réunion solennelle du Congrès national qui avait retardé son... Arturo Marcha. Hein? Arturo Marcha. Arturo Marcha. Donc, qui était celui qui recrutait les armes et qui était en clandestinité déjà. Il était caché dans ce qu'on appelle le Cajón del Maipo, une vallée qui va à l'intérieur de la cordillère au Chili. Et c'est lui qui coordonnait les actions au niveau de la logistique, ça veut dire les armes. Voilà, comme précision. Je ne savais pas, mais oui, je vais pas donner tous les détails du complot Vio, mais en fait, il était téléguidé par la CIA, et la CIA même le reconnaît. Et l'extrême droite de l'époque, c'était pas encore Patrie et Liberté, ces groupes-là, mais c'était une myriade de groupes qui les dirigeait un ancien général de l'armée qui s'appelait Martínez Amaro, qui est le père de Martínez Puig, qui était le commandant. Et il dirigeait des groupes, les groupes d'extrême droite, c'était l'extrême droite catholique, Fiducia, et aussi des groupes d'hommes des gros blancs de la droite, des couleurs d'affiches, et en général, c'était des petits délinquants qui étaient recrutés par la droite également. Donc, dans l'assassinat d'Allende, c'était une combinaison entre des aristocrates, entre guillemets, et des lumpen qui étaient recrutés par la droite. Enfin, il y avait les deux. L'assassinat de Schneider, oui. Oui, effectivement. Je pense que j'ai décrit une description assez détaillée de la préparation de ce qu'on sait. Mais aussi, l'impunité est impressionnante. Les deux gens qui ont tiré, qui on sait qui c'est, Bulnes Cerda et Diego Izquierdo, ils sont au Chili, la dictature ils ont fait un procès bidon, et finalement ces choses jugées, on ne peut pas les juger actuellement. Donc, les gens qui ont tué Allende, les seuls qui ont fait un peu d'édition, c'était un de Schneider, c'était un de Lumpen, et les autres, rien. Effectivement, ça s'est fini avec la plus grande impunité. Et donc, ça montre que les tentatives de faire... C'était une victoire assez difficile, hein, et c'est ce que je veux prouver, c'est que les tentatives de coup d'État étaient déjà là. Et forcément, Allende n'avait rien fait, n'était pas encore président. Et donc, est-ce que c'est parce qu'il était trop à gauche ou pas assez à gauche? Non, en fait, la décision de faire un coup d'État a été prise aux États-Unis le 15 septembre, et là, les sources sont... Parce que ça gênait les États-Unis. Pour Nixon, c'était un problème parce que ça pouvait devenir un exemple pour d'autres pays, pas tellement. Et il a décidé que la présence du gouvernement au Chili n'était pas acceptable et il a donné les instructions d'organiser un coup d'État, le boycott économique et tout ça. Ça n'a pas été aussi facile et Nixon pensait qu'il fallait appuyer sur un bouton et que le coup d'État s'est fait. Non, le coup d'État a échoué. Donc c'est vrai que faire un coup d'État n'est pas non plus... Et les États-Unis ne décident pas tout le temps quand un coup d'État peut être victorieux. Donc la preuve, c'est que celui-là, il échoue. Et Allende arrive à la présidence. Mais en fait, ensuite, il insiste par d'autres moyens. Mais bon, ça va arriver dans les livres suivants. Mais enfin, voilà cette partie de l'histoire. Je pense qu'une conclusion, c'est que cette histoire n'avait pas encore été... Enfin, il y a eu très peu d'enquêtes universitaires au Chili sur l'unité populaire parce que si on faisait des enquêtes approfondies, ça gênait la démocratie chrétienne actuelle parce que Frey, il l'a très bien montré. Et si on voit ce que Frey a travaillé pour un coup d'État incontestablement. Enfin, là, les sources sont... et d'autres dirigeants démocrates chrétiens comme Sergio Ossa, etc. Ils sont devenus des personnalités qui par la suite sont montrées comme des grands démocrates. Enfin, ils ont été des opposants plus tard. Hein. Je pense que dans l'histoire, il faut les montrer, les dirigeants, dans toute sa complexité. Et Frey a finalement manœuvré pour qu'Allende ne soit pas président quand il avait été élu en 70. Mais probablement en 80, il voulait le départ de la dictature. Et il a prononcé un discours et ça lui a coûté sa vie.
Et donc les deux choses sont vraies. Mais il était pour un coup d'État en 70 et il a été contre la dictature en 80. Mais je pense qu'il faut montrer les personnages comme ça. Donc pas faire un opposant aux dictatures de tout le temps et pas faire un putschiste de plus tout le temps. Ça c'était fait. Les deux choses étaient vraies, mais à des moments différents. À propos des Frey, justement, ils sont en livre, même si on avait des idées, des informations sur le rôle des Frey pendant la nationalisation du cuivre. Les rôles qu'ils ont joués pour bénéficier, alors peut-être c'est une façon de style, comment tu racontes l'histoire, mais en fait c'était évident qu'ils voulaient que les Américains ils gagnent de l'argent et que les Chiliens ils perdent en fait. Et ça dans l'histoire, ce rôle-là, c'est moins connu en fait. Frey il est passé comme les oppositeurs à Allende, mais ces parties-là, ils restaient un peu occultes en fait. Oui, je te remercie. La question, c'est une très bonne question. Hein. Et là, si pendant 3 minutes ou 4, je vais parler de ça, parce que c'est un dossier très révélateur de la situation de la question du cuivre. Si vous allez sur les Wikipédia et vous mettez nationalisation du cuivre, les Wikipédia vous diront qu'Allende n'a fait que continuer la chilenisation qui a commencé fait, et ça c'est un message qui revient tout le temps, même des gens qui ont, par exemple, dans les derniers films de Patricio Guzmán, un photographe qui est une personnalité très intéressante, mais répète ça parce que ça devient une vérité révélée. Ce n'est pas comme ça. Et pour le dire clairement, que s'est-il passé en réalité? Quand Frey arrive au pouvoir, il dit on va chileniser. Chileniser, c'était faire des sociétés mixtes. Mais le contrat a été proposé par une des deux sociétés américaines, c'était la Kennecott et l'Anaconda. C'est la Kennecott qui présente un contrat. Et là, il y a 2 Chiliens qui vont aux États-Unis, qui parlent mal anglais d'ailleurs, et c'était presque signé ici. Hein. Ils ont presque discuté la convention. Et qu'est-ce que disait cette convention? Le Chili achète sur une seule mine, hein, el Teniente, 51% des actions, un prix très haut. Mais ça, ce n'était pas l'essentiel. Mais la société Vreden gardait la direction, la gérance de l'entreprise et la commercialisation des cuivres. Ce n'est pas le Chili qui vend les cuivres, c'est la Vreden, Copper Cap. Et deuxième partie du contrat, la Vreden s'engage à faire des investissements pour raffiner davantage du cuivre au Chili. Et en échange, l'État chilien fait un paquet de réductions d'impôts, des facilités douanières, des facilités de ce type. En gros, les impôts aux bénéfices qu'ils payaient étaient de l'ordre de la moitié et ils sont diminués à 15% à condition d'investir. Ensuite, et tout cela devient des contrats loi. Donc les contrats ont la valeur d'une loi. Ça ne peut pas être modifié que si le Parlement le décide. C'est ce qu'on dit, donner la sécurité à l'entreprise, à l'investisseur. Et puis, en 69, j'ai reçu à peu près la même histoire avec d'autres mines, mais cette fois-ci, c'était avec l'autre société, la Anaconda. Donc, les 2 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand, en 65, les prix du cuivre de la marché internationaux étaient à 0,29 centimes de dollars la livre du cuivre. Le cuivre est toujours cotisé au marché de Londres, et ça se mesure en livres. Et la livre coûtait celle-là. Mais avec la guerre de Vietnam, les prix ont monté très vite, et au fond, 1 an plus tard, était déjà à 45, 2 ans plus tard, était à 60, et il est arrivé jusqu'à 70. Mais comme c'était la Kennecott qui commercialisait les cuivres, qui les vendait à l'étranger, il les vendait une filiale pas chère, et la filiale les vendait au marché de Londres au prix du marché. Et donc, ils ont empoché à peu près tous les profits. Et avec les hausses des prix, ils payaient très peu d'impôts, 15%, l'offre d'avant c'était 50%, et donc le Chili a perdu beaucoup d'argent avec cette chilenisation.
Donc, même Tomic, qui était le candidat de la démocratie chrétienne reconnaissait, il valait ne rien faire, laisser les choses comme avant. Chiléniser a été, enfin, les aventures faites par Frei a été pire. Et le Chili a perdu beaucoup d'argent. Et si le Chili aurait eu toute cette quantité d'argent, l'histoire aurait pris un autre cours, probablement. Parce que le Chili aurait disposé de ressources importantes. Et notamment, je pense que c'est à cause de cela que la démocratie chrétienne a échoué, on n'a pas été réélu. Parce qu'ils ont donné les... Alors pourquoi Frei a fait ça aux États-Unis? Ce n'est pas un secret, ils ont financé sa campagne électorale et ses financements, et c'est un gros financement, ne sont jamais gratuits. Donc, ne pouvait pas nationaliser celles qui ont financé sa campagne électorale, ça n'existait pas. Et donc, la chilénisation, ça a été une très mauvaise affaire pour le Chili. Alors, pour nationaliser, il fallait la dissoudre. Parce qu'une loi ne suffisait pas. Si Allende faisait voter une loi en acceptant qu'il a gagné, c'était une loi contre les contrats qui avaient la valeur d'une loi. Donc les compagnies pouvaient aller à la Cour suprême, qui était très conservatrice, et elle a gagné. Donc la seule manière de nationaliser, c'était une réforme constitutionnelle qui pourrait abroger les effets d'une loi. Et c'est pour ça que la nationalisation s'est faite par le biais d'une réforme constitutionnelle. Alors, dans la réforme, là je m'avance un peu parce que c'est ce que je suis en train d'écrire maintenant sur l'année 70, mais il est passé à l'histoire comme elle a été votée à l'unanimité du Parlement, c'est que tout le monde, même la droite, a changé d'avis les derniers jours, mais personne ne voulait apparaître comme les alliés des sociétés américaines, donc ça a été voté à l'unanimité. Certes, ça donnait un gros appui au gouvernement d'Allende. Mais l'unanimité n'était pas aussi gratuite. Les projets, au départ, disaient nationalisation des biens nécessaires pour produire le cuivre. La démocratie chrétienne intervient en disant on n'est pas d'accord avec ça, on veut nationaliser les compagnies. Parce que comme ça, il y avait une reconnaissance aux compagnies qu'ils savaient créer avec les compagnies mixtes. Bon, est-ce que c'était une vanité? Peut-être. Mais le problème, c'est que si on nationalisait les compagnies, on nationalisait aussi la dette. Si on nationalise les biens, on ne nationalise pas la dette. Tandis que si on nationalisait les compagnies, on nationalisait la dette. Et les compagnies qui s'étaient engagées à investir avaient investi assez peu, mais ils n'avaient pas ramené de l'argent des États-Unis, mais il avait fait des emprunts auprès des banques chiliennes. Donc finalement, la dette était une dette chilienne, des emprunts en dollars. Et alors, quand Allende a nationalisé pour obtenir les votes de la démocratie chrétienne, il a dû faire cette concession, mais c'était une concession qui a coûté 700 millions de dollars, qui était une somme énorme à l'époque. Et beaucoup d'argent, parce que la démocratie chrétienne a dit d'accord, on vote, mais on nationalise les compagnies. Mais nationaliser les compagnies, c'est nationaliser les actifs et les passifs, et les passifs étaient 700 millions de dollars. Et donc, je pense qu'une déconstruction qui est nécessaire de faire, parce que ça arrange ceux qui ont gouverné après 1990, et dire que Frei a commencé, Allende n'a fait que continuer, eh bien non, ce n'est pas comme ça. Il a fallu défaire les projets de Frei qui favorisaient les monnaies grossières, les entreprises des États-Unis. Le Chili a perdu beaucoup d'argent avec ça. C'est vrai avec la réforme agraire. La réforme agraire, c'était la loi de Frei. Frei, il a fait après un tiers de nationalisation des grands domaines, et Allende a fait des tiers, mais c'était la même loi. Dans ces cas, on peut s'appliquer en disant que là, on continue avec la loi de l'autre. Mais pas avec le cas du cuivre. Pour le cas du cuivre, c'était une rupture, donc pas une continuité. Voilà. Je ne sais pas si on est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a une dernière toute petite intervention, question. Qui c'était les gens qui ont été négociés aux États-Unis au nom de Écoute, un ça s'appelait, ils sont dans les livres, un s'appelait Lagarrigue et l'autre s'appelait Sáenz. Et Sáenz a été par la suite ministre de Fitch. Donc c'était les deux négociateurs. Et c'est Lagarrigue, donc son anglais était relatif. Et la négociation a eu lieu en anglais. Voilà. Bien, on en reste là. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir venu, fidèles toujours. Et on espère, on attend la suite. Merci à tous.